Ça a débuté comme ça. Moi, j'avais jamais rien dit. Rien. C'est Arthur Ganat qui m'a fait parler. Arthur, un étudiant, un carabin lui aussi, un camarade. On se rencontre donc, place Clichy. C'était après le déjeuner. Il veut me parler. Je l'écoute. Restons pas dehors, qui me dit. Rentrons. Je rentre avec lui. Voilà. Bienvenue à vous qui êtes les héritiers d'un grand héritage, la culture occidentale. Je vous propose d'en découvrir ou d'en redécouvrir quelques pépites dans cette série consacrée à 10 grands chefs-d'œuvre de la littérature française. Alors dans cet épisode, nous parlerons du grand roman d'un auteur mal aimé, dont vous avez peut-être reconnu tout de suite l'écriture en introduction. Il s'agissait des premières phrases de Voyage au bout de la nuit de Céline. Alors un auteur mal aimé parce qu'un auteur mal pensant, qu'on peut sans état d'âme condamner pour son antisémitisme au moins. Mais revenons au début pour avoir une vision d'ensemble, parce que la vie de Céline est faite de tourments et d'errance. Louis-Ferdinand Destouches, donc Céline c'est un pseudonyme, hein, il naît à la toute fin du XIXe siècle, en 1894, à Courbevoie, dans une famille de la petite bourgeoisie. Et lorsqu'il a 18 ans, il s'engage volontairement, donc en devançant l'appel. Et donc au moment de la mobilisation, en 1914, il est maréchal des logis. Et le choc physique et psychologique qu'il subit lors du court temps qu'il passe au front fait de lui un pacifiste inconditionnel. Donc dès 1915, il est réformé et il part pour l'Afrique. Et quand il rentre, il obtient une mission au sein de la Fondation Rockefeller qui lui donne les conditions d'une certaine ascension sociale. Si bien qu'en 1919, donc à 25 ans, il repasse son baccalauréat, enfin il le passe, son baccalauréat, et puis il épouse la fille d'un professeur de l'école de médecine de Rennes, école de médecine qu'il va lui-même intégrer, et il va devenir docteur en médecine en 1924. Il travaille alors pour la Société des Nations à Genève, et à ce titre, il voyage beaucoup, en Europe, mais aussi en Amérique du Nord, en Afrique. Et au cours de ces voyages, il rencontre une jeune et jolie danseuse américaine, donc il divorce de sa première épouse, et donc c'est Elizabeth Craig, avec qui il vivra 6 ans, et il rentre en France avec elle. Et c'est à cette époque-là, non seulement qu'il ouvre un cabinet médical à Clichy, et puis qu'il commence à écrire. Donc on est à la fin des années 20. Son premier roman, c'est Voyage au bout de la nuit, qui paraît donc en 1932 aux éditions de Noël et qui reçoit dès cette année-là le prix littéraire Renaudot. Et 4 ans plus tard, lorsqu'il publie Mort à crédit, donc en 1936, vraiment ce deuxième roman achève de faire de lui un homme de lettres reconnu. Mais assez vite, en fait, après, il perd la fraction du public qu'il avait soutenu au début parce qu'il publie plusieurs pamphlets. D'abord un pamphlet anticommuniste lorsqu'il rentre du RSS en 1937 qui s'appelle Mea culpa, et puis 3 autres pamphlets, Bagatelle pour un massacre, L'école des cadavres, donc ça c'est avant la guerre, et puis pendant la guerre, Les beaux draps. Et dans ces pamphlets, il développe notamment, au milieu de la déferlante de ses angoisses, un délire de persécution face à ce qu'il appelle le péril juif. Et donc, après cela, c'est l'errance dans une Europe en feu dans les années 44-45. Il trouve refuge au Danemark, il est condamné, puis il est amnistié en 1951. Donc, il revient en France, il s'installe à Meudon. Il rouvre un cabinet médical. Et puis là, il travaille vraiment avec acharnement jusqu'à la fin de sa vie pour écrire et puis pour soigner. Et c'est Gallimard qui est son éditeur et qui va continuer à publier ses romans, notamment D'un château l'autre en 1957, et qui va rééditer la totalité de ses écrits, à l'exception de ses pamphlets. Donc voilà, Céline meurt en 1961, donc il a 66 ans. Voilà, j'ai pris le temps de vous présenter la vie de Céline. C'est aussi parce qu'il y a beaucoup de ponts entre la vie de l'auteur et la trajectoire du personnage narrateur qui raconte sa vie dans Voyage au bout de la nuit et qui se nomme Ferdinand Bardamu. Ces ponts, ces points communs, c'est l'expérience traumatisante de la Première Guerre mondiale, la connaissance de l'Afrique et des tares du colonialisme, la connaissance des États-Unis aussi, où triomphe le travail industriel et le capitalisme, l'existence de médecins de banlieue. Voilà, tout ça sont communs. Alors, si on reprend un petit peu l'intrigue de Voyage au bout de la nuit, le roman commence à la veille de la Première Guerre mondiale et s'achève 10 ans après l'armistice, vers 1928. Et donc, l'auteur promène son héros, ou plutôt son anti-héros, parce que le personnage de Bardamu est plutôt un raté. Donc ce personnage est promené aux 4 coins du monde et c'est un monde qui est régi par le hasard, par les coïncidences. Donc au début, on découvre Ferdinand Bardamu étudiant en médecine à Paris et puis s'engageant sur un coup de tête en 1914. Et là, au front, il découvre avec épouvante les horreurs de la guerre.
Donc assez vite, il est ramené à l'arrière, blessé mais aussi totalement traumatisé par la peur. Et donc il est réformé, déclaré inapte à la guerre et il s'embarque pour l'Afrique. Et là, en Afrique, il fait l'expérience de l'ignominie de la colonisation. Donc il reste un peu en Afrique, et puis il y a une succession de péripéties qui fait qu'il se retrouve gravement malade et le voilà mis quasiment mourant sur un bateau direction New York. Et c'est la pauvreté et la solitude qui l'attendent dans la grande ville américaine. Il part finalement pour Détroit, là où il est embauché dans une usine Ford. Et c'est là qu'apparaît un magnifique personnage, une prostituée nommée Molly, dont la générosité et la tendresse permettent à Bardamu de ne pas céder au désespoir et le délivre de l'enfer du travail à la chaîne. Donc voilà, c'est vraiment une respiration dans la noirceur du récit, cette rencontre avec Molly. Mais malgré la douceur de cet amour, Bardamu décide de la quitter et de rentrer à Paris, poussé par le besoin d'en savoir toujours davantage. C'est une expression assez fondamentale du roman, en savoir toujours davantage. Il revient en France et Bardamu s'installe comme médecin en banlieue, à La Garenne-Rancy. Et c'est une banlieue triste où il mène une existence difficile. Et c'est là qu'il croise, pour la 3e fois, un autre personnage important du roman, Robinson, dont je ne vous ai pas encore parlé, mais qu'en fait, il a rencontré une fois au front, qu'il a ensuite croisé en Afrique, qu'il il retrouve dans cette vie de banlieue. Robinson, c'est un peu le double misérable du narrateur. Donc plusieurs péripéties finissent par nous faire retrouver Bardamu à la fin du roman, exerçant la médecine dans l'asile d'aliénés du docteur Bariton. Et cette permanente fuite en avant finit par un dernier rebondissement, qui est la mort de Robinson, qui est assassiné par sa fiancée, qui lui reproche de l'avoir abandonné. Et cette mort plonge Bardamu dans une noire mélancolie. Donc avec ce récit, on peut dire que Céline ouvre une voie nouvelle pour le roman. D'un côté, il renoue en partie avec le réalisme par la description sans complaisance qu'il fait des réalités de son temps, la guerre, la colonisation, le travail à la chaîne, la misère sociale et humaine des grandes villes de leur banlieue. Et d'un autre côté, il le fait, cette description réaliste, il l'a fait en faisant le choix d'un narrateur qui est lui-même le héros, le personnage principal de l'histoire qu'il raconte. Donc on a un point de vue unique, celui du narrateur-personnage, qui rassemble en fait tous les autres points de vue, une voix unique qui porte celle des pauvres de partout, comme il dit. Or, de quoi est-il le témoin, lui qui cherche à en savoir toujours davantage? Il est le témoin de la nuit de l'existence. Voilà ce qu'il dit. La vérité, c'est une agonie qui ne finit pas. La vérité de ce monde, c'est la mort. L'expérience traumatique originelle, c'est celle du front. Il a été comme ébloui par la bêtise et la vacherie, c'est un mot qu'il emploie, la vacherie des hommes. Et ensuite, bien qu'il voyage, il ne sort jamais de la nuit de l'existence. C'est un des sens du titre. Et donc on trouve des réflexions comme celle-ci. La grande fatigue de l'existence n'est peut-être en somme que cet énorme mal qu'on se donne pour demeurer 20 ans, 40 ans davantage, raisonnable, pour ne pas être simplement profondément soi-même, c'est-à-dire immonde, atroce, absurde. Cauchemar d'avoir à présenter toujours comme un petit idéal universel, surhomme du matin au soir, le sous-homme claudiquant qu'on nous a donné. Voilà, il y a de quoi méditer, c'est un exemple parmi d'autres. L'autre chose évidemment majeure, ce qui fait du Voyage au bout de la nuit un chef-d'œuvre qui ne doit pas passer à la trappe de l'épuration avec son auteur, c'est son écriture. Simone de Beauvoir dit à propos de cette écriture, une écriture aussi vivante que la parole. Alors ce n'est pas simplement une simple transcription, il y a un travail stylistique immense chez Céline. D'abord, il enrichit la langue par un lexique extrêmement varié, du vocabulaire spécifique, des mots rares, des dizaines de mots inventés. Et puis, ce qui est remarquable aussi, c'est la superposition des registres. Il y a des récits qui sont dignes de combats épiques, mais qui, en même temps, on trouve un ton satirique et puis une dimension poétique qui n'échappe pas. Par exemple, on a ça au début du roman, Bardamu est dans les tranchées, au front. Voilà ce qu'il dit. « Serais-je donc le seul lâche sur la terre, pensais-je, et avec quel effroi, perdu parmi 2 millions de fous héroïques et déchaînés et armés jusqu'aux cheveux, avec casque, sans chevaux, sur moto, hurlant, en auto, sifflant, tirailleurs, comploteurs, volant, à genoux, creusant, se défilant, caracolant dans les sentiers, pétaradant, enfermés sur la terre, comme dans un cabanon, pour y tout détruire, Allemagne, France et continent. Tout ce qui respire, détruire, plus enragés que les chiens, adorant leur rage, ce que les chiens ne font pas. 100 000 fois plus enragés que 1000 chiens, et tellement plus vicieux. Nous étions jolis. Décidément, je le concevais, je m'étais embarqué dans une croisade apocalyptique.
On est puceau de l'horreur comme on l'est de la volupté. Comment aurais-je pu me douter, moi, de cette horreur en quittant la place Clichy? Qui aurait pu prévoir, avant d'entrer vraiment dans la guerre, tout ce que contenait la sale âme héroïque et fainéante des hommes? À présent, j'étais pris dans cette fuite en masse, vers le meurtre en commun, vers le feu. Ça venait des profondeurs et c'était arrivé. Voilà, on sent cette poigne, cette puissance en fait du style. Et puis il y a aussi une syntaxe dont on n'a absolument pas l'habitude à l'écrit, des mots qui sont supprimés comme à l'oral, des mots qui sont mis dans un autre sens, la multiplication du mot que qui est assez typique du langage populaire. Donc voilà, on a tout ça, vous l'avez peut-être déjà un petit peu entendu dans les extraits. Alors évidemment, ce style vraiment très caractéristique, il n'est pas gratuit, hein. Le premier effet, sans doute, c'est que, quand on lit un extrait notamment, c'est qu'on a vraiment l'impression que l'émotion qui est propre aux interactions orales humaines, elle rentre dans l'écrit, qui lui d'habitude est figé. La tendresse, l'amertume, la moquerie, le bon mot, la déception, il y a une vivacité, comme si ça donnait de la chair, du sang, de la sueur à la langue écrite. Et donc, c'est pas propre, hein, ça vit. Ça, c'est pour peut-être le premier effet. Puis le deuxième, peut-être plus à la longue, c'est que ce style, il dérange, il est inconfortable. Et ce mal-être en fait qu'on ressent quand on lit, c'est peut-être un moyen pour l'auteur de transmettre la colère qui est la sienne quand il peint ce qu'il peint dans son roman. Et donc voilà, en fait, on ne peut pas dire la sombre et cynique existence humaine avec la langue de Chateaubriand. Une autre chose aussi qui est remarquable, c'est la qualité de la vision. Il dit par exemple de New York, ça c'est connu, vous pourrez le dire davantage, mais il dit New York, c'est une ville debout. Voilà, c'est des formules comme ça, on voit exactement ce qu'il veut dire. C'est une bonne manière de montrer la puissance de la vision chez Céline. Voilà, et puis enfin, ce qui rend ce roman quand même si attachant, si poignant, c'est que le narrateur est derrière lui, juste derrière lui, en fait, l'auteur est tellement proche de cette humanité misérable qu'il décrit. Il se donne, il est déçu, il se redonne à nouveau. Et donc on ne peut pas réduire Céline et Bardamu et tout ce récit à un pessimisme grognon. Il y a beaucoup de sympathie pour les êtres qui vivent justement dans ces paysages indécis de banlieue, ni ville, ni campagne, ces zones périurbaines un peu troubles et qui conviennent aux âmes incertaines comme celle de Bardamu justement. Et en particulier, il y a de la place dans ce roman pour l'amour et la tendresse, notamment à travers le personnage de la prostituée américaine, la Molly. Bardamu éprouve pour elle, je cite ces mots que je trouve admirables, hein, un exceptionnel sentiment de confiance qui, chez les êtres apeurés, tient lieu d'amour. Voilà, elle est la seule femme chez qui Bardamu trouve un désintéressement total. Elle l'écoute, elle veut l'aider. Donc oui, dans ce roman de l'échec, il y a de la place pour ces personnages qui offrent assez de tendresse pour refaire un monde entier. Voilà, on est véritablement emporté par ce roman triste, violent, drôle et poignant, et dans lequel, faut-il le préciser, on ne trouve pas trace des pensées vulgaires que Céline a pu par ailleurs écrire dans des articles ou des pamphlets. Donc oui, Voyage au bout de la nuit est un chef-d'œuvre. Bonne lecture.